Êtes-vous prête à lever le voile du temps? Ce voile qui dissimule les aspects les plus intimes, les plus secrets de l'histoire humaine? Préparez-vous, car aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage vertigineux à travers l'océan infini de l'expérience humaine. Un océan où les vagues de la passion, du désir et de l'intimité ont non seulement déferlé sur les rives des millénaires, mais ont également modelé des civilisations entières. Son nom? Le sexe. Ce n'est pas seulement une expérience universelle et profonde. C'est une force puissante, presque magique, qui a toujours attiré l'attention, mais, étonnamment, a suscité les réactions les plus contrastées. Des rituels sacrés, parés d'une aura mystique et dorée, aux tabous les plus stricts, qui transformaient les désirs en murmures derrière des portes de bois hermétiquement closes. D'une célébration audacieuse et ouverte des plaisirs charnels à une honte cuisante. L'humanité a parcouru un chemin véritablement incroyable dans l'appréhension de sa propre sexualité. Mais comment ces relations intimes se sont-elles réellement formées et transformées? Dans des cultures s'étendant des sables brûlants et dorés de l'Égypte ancienne, aux étendues glaciales et enneigées de la Russe ancienne? Et surtout, que pouvons-nous, nous, les humains du XXIe siècle, réellement apprendre de nous-mêmes en nous plongeant dans cette histoire séculaire, complexe, mais infiniment fascinante et provocante? Préparez-vous, car les réponses pourraient bien vous stupéfier. Alors, bouclons nos ceintures. Notre voyage prend un virage serré et nous entraîne au cœur du puissant empire romain. Mais, mes amis, je vous préviens tout de suite, étudier les mœurs sexuelles de la Rome antique, ce n'est pas se limiter aux stéréotypes légers, tels des masques brillants mais vides, façonnés par la culture de masse. Non, c'est une immersion dans une analyse détaillée et minutieuse de sources historiques authentiques, comme des archéologues dépoussiérant d'anciens parchemins. La conception moderne de la ville éternelle comme un foyer d'une liberté de mœurs excessive, elle est juste, mais incroyablement simplifiée à la fois. Ici, une approche bien plus nuancée et profonde est nécessaire. Êtes-vous prêt à ce que Rome bouleverse votre perception de la morale? La société romaine antique fonctionnait selon ses propres codes, absolument uniques, comme gravés dans un marbre singulier, moraux et juridiques, et ils différaient radicalement des nôtres. Imaginez un monde où certaines formes de comportement que nous qualifierions sans équivoque de criminels ou d'immoral aujourd'hui pouvaient être légales à Rome, ou, du moins, tolérées. Les relations homosexuelles, la prostitution, le proxénétisme, même la diffusion d'images explicites, rien de tout cela n'a jamais été interdit par la loi dans l'Empire romain. Oui, des restrictions existaient. Mais voilà le point crucial qui vous fera réfléchir. Leur application était étonnamment sélective, souvent liée au statut social de l'individu et au contexte de la situation. Le statut pouvait-il vraiment primer sur n'importe quelle loi? Et voici un autre fait sidérant qui, sans aucun doute, choquera l'homme moderne. La notion de violence domestique, dans notre compréhension éthique et juridique actuelle, était quasiment absente, comme si elle n'avait jamais existé dans le droit romain, ni dans la conscience publique. Quant aux menaces de viol, vous seriez surpris d'apprendre qu'elles étaient mentionnées dans la littérature romaine bien plus souvent que les actes eux-mêmes. Cela, avouez-le, témoigne éloquemment de la spécificité du contrôle social, de la rhétorique de cette époque qui nous murmure depuis les profondeurs des siècles. La société romaine antique était profondément imprégnée de sexualité. Elle se manifestait littéralement partout, dans l'art, dans la mythologie, dans les coutumes quotidiennes, et même dans la langue elle-même. Prenons par exemple le dieu Priape, cette divinité de la fertilité des champs et des jardins empruntée aux Grecs. Il était un symbole clé de la puissance masculine, de l'abondance. Les images de Priape avec son énorme phallus toujours en érection étaient omniprésentes. Elles ornaient les jardins, les maisons, les lieux publics, comme pour affirmer « c'est naturel, c'est la force de la vie ». Les Romains exprimaient ouvertement leur passion pour le sexe, intégrant ce thème dans leur culture, dans leur vision du monde. Et saviez-vous que même la langue latine disposait de dizaines de synonymes pour désigner les organes génitaux
et les divers actes sexuels, cela souligne une fois de plus leur attitude étonnamment ouverte. Eh bien alors, quelle liberté d'expression! Et maintenant, plongeons dans le monde de la Romaine idéale. Imaginez son image, sculptée dans le marbre des vers poétiques. L'idéal de la beauté féminine était méticuleusement décrit. Dans les textes des poètes, il reflétait toutes les préférences esthétiques de l'époque. La Romaine idéale, une peau blanche comme la cire, éclatante, des yeux étincelants, pleins de feu, un souffle doux comme le nectar. On préférait les cheveux brillants, foncés ou châtains. Les nuances claires, rousses, étaient jugées moins attrayantes. Un corps parfumé, sensuel, souple comme une vigne, absolument. Cela faisait partie de la liste des qualités féminines souhaitées. L'âge 16 ans. Il était considéré comme idéal pour le mariage, incarnant l'image de la femme de rêve pour les hommes romains. Bien plus encore. La Romaine devait être serviable et soumise, tant dans ses devoirs domestiques que dans sa vie intime. On exigeait également des épouses la sobriété, la modération dans le maquillage, fards et blancs de céruse, et bien sûr une démarche élégante. Et le plus surprenant, savoir danser était une compétence primordiale, démontrant grâce et raffinement culturel. Eh bien alors, tel était l'idéal. Auriez-vous pu y correspondre? Contrairement à de nombreux peuples modernes, les Romains adhéraient formellement à la monogamie. Oui, la monogamie, comme base du mariage. Cependant, et c'est là que réside une nuance importante qui change toute la donne. Les divorces dans la Rome antique étaient relativement simples et extrêmement répandus. Ils n'entraînaient pas de stigmatisation sociale grave. En revanche, les litiges judiciaires associés concernant la propriété, l'héritage, la tutelle, rendaient les juristes romains fabuleusement riches et influents. Le choix de la fiancée, il était basé sur l'apparence. Le lien de parenté, c'était souvent des cousines germaines, ou, ce qui est encore plus important, sur les alliances politiques. Souvent, les mariages, surtout dans les familles influentes et impériales, étaient conclus par arrangement. C'était plutôt une alliance politique, plutôt qu'une union de cœur. En cas de rupture, les Romains attribuaient généralement tout aux caprices du destin. Et, chose étonnante, s'efforcèrent de maintenir de bonnes relations avec leurs ex-partenaires. Incroyable, mais vrai. Comme si la rupture n'était qu'une transaction commerciale. L'absence quasi totale de mention de violence domestique dans la littérature romaine, cela pourrait témoigner soit de sa rareté, soit d'un strict silence. Les Romaines, de leur côté, n'attendaient pas une fidélité absolue de leur mari. Cela faisait partie des règles tacites du mariage. Bien plus encore. Dans la littérature romaine, il n'y a quasiment pas d'image de femmes fatales détournant les maris de leur foyer. Pourquoi? Cela s'explique très prosaïquement, par l'accessibilité de la prostitution. La prostitution légale à Rome satisfaisait les besoins sexuels masculins en dehors du mariage. La nécessité d'intrigues, de liaisons secrètes, s'en trouvait réduite. Et voici un fait absolument sidérant qui vous choquera. Une Romaine mariée, s'ennuyant ou sexuellement insatisfaite, pouvait légalement s'enregistrer comme courtisane, via un magistrat municipal, un édile. Cette inscription lui permettait de satisfaire ses besoins dans le cadre de la loi, évitant ainsi le blâme public. Parfois, les femmes y avaient recours, même avec la connaissance et le consentement de leur propre mari. Ce n'est pas possible, direz-vous. Eh bien, si, imaginez l'ampleur de cette liberté. Le mariage dans la Rome antique, c'était une institution, avant tout pour assurer le statut, le partenariat, la lignée, et non pour des relations purement romantiques. Mari et femme étaient l'un pour l'autre des âmes sœurs, des compagnons, et seulement ensuite, s'ils avèrent de la chance, des romantiques, des amants. La plupart des Romains et Romaines comprenaient parfaitement ces règles du jeu. Ils acceptèrent les conventions de l'union matrimoniale. Le poète Horace, par exemple, conseillait aux jeunes Romains célibataires: cherchez le plaisir auprès des prostituées, et non auprès des jeunes filles de votre cercle. Pourquoi? Pour ne pas offenser ces dernières et ne pas s'attirer d'ennuis avec leur famille.
Horace décrivait avec vivacité le destin tragique de ceux qui, faute de moyens, s'adonnaient au sexe libre et étaient pris en flagrant délit. Le retour inattendu du maître de maison, mari, père ou frère de la femme, entraînait des conséquences des plus brutales. Pour l'invité non désiré, l'un sautait du toit, sauvant sa vie, un autre était sauvagement fouetté. Un troisième devait se racheter humiliatoirement, sauvant sa vie et son honneur. Eh bien alors, à quel point la question de l'honneur était-elle prégnante? Parlons maintenant des relations homosexuelles dans la Rome antique. Elles étaient légales. À une condition, le jeune homme devait être un esclave, et non le fils d'un citoyen libre. Une telle pratique a donné naissance à une astuce romaine particulière. Pour se justifier dans des situations délicates, vous étiez surpris dans la chambre à coucher de l'épouse de quelqu'un d'autre? Déclarez « Je me suis perdu, je cherchais un jeune esclave », et le tour était joué. Et voici un autre détail étonnant qui bouleverse les conceptions modernes. Des préférences sexuelles inhabituelles ou des déviations chez un Romain important. Elles ne mettèrent pas un terme à sa carrière politique. Prenons l'exemple de Jules César. On le surnommait en coulisses le débauché chauve. Mais sa réputation ne l'a pas empêché de devenir une figure clé de l'histoire. Incroyable. Comment y parvenait-il? Même si une personne importante était démasquée pour ses relations homosexuelles, cela n'affectait ni son statut, ni ses ambitions. Cependant, souvenez-vous, un homme libre ne pouvait s'engager dans de telles relations qu'en tant que partenaire actif. Le rôle passif, il était réservé aux esclaves et aux représentants des professions méprisées, musiciens, acteurs. Les Romains considéraient qu'un amant passif perdait irréversiblement sa virilité. Il ne pouvait pas être considéré comme un homme à part entière. Être démasqué en position passive, c'était une honte indélébile, une privation de respect. Et dans l'armée romaine, pour de telles fantaisies, il n'existait qu'une seule et unique punition, la mort. Eh bien alors, le prix de l'erreur était bien trop élevé. Le satiriste Juvénal écrivait ironiquement sur la femme chaste. Que pensait-il d'elle, à votre avis? Il affirmait qu'elle tenterait de contrôler son mari. Et c'est bien. Il supposait que de telles dames comméreraient avec des hommes influents, se comporteraient avec arrogance et coucheraient avec des acteurs ou des domestiques. De plus, selon lui, elle serait elle-même jalouse pour dissimuler son propre adultère. Si elle appartenait à la haute société, elle ne voudrait probablement pas avoir d'enfants. Et étant riche, elle abuserait du maquillage. Juvénal concluait « Les femmes vertueuses sont ennuyeuses », alors qu'une vie avec une femme aussi éprise de liberté prendrait immédiatement de nouvelles couleurs. Voilà le point crucial. Comme la perception de la liberté féminine a évolué. Et la femme la plus célèbre et la plus éprise de liberté de son temps était Valeria Messaline, la troisième épouse de l'empereur romain Claude. Elle changeait d'amant comme de gants, tels des atours luxueux mais vite lassants. Et même cela ne lui suffisait pas pour satisfaire ses passions. Messaline se rendait souvent incognito dans un bordel. Elle se faisait passer pour une prostituée ordinaire et recevait des clients. Vous seriez stupéfait de voir jusqu'où elle allait. Mais, malheureusement pour Messaline, elle n'était pas seulement incroyablement éprise de liberté, mais aussi pas très intelligente. Elle osa organiser un complot contre son propre mari Claude, ce même Claude qui supportait toutes ses extravagances. Messaline projeta d'éliminer son mari pour faire de l'un de ses amants l'empereur, et régner elle-même sur l'Empire. Mais son complot maladroit fut découvert. On lui offrit de se suicider. Elle refusa. Un légat impérial la poignarda tout simplement. Ainsi prirent fin ses débauches. Bien sûr, toutes les Romaines n'étaient pas comme Messaline, et tous les Romains aisés ne corrompaient pas de jeunes esclaves. Le dramaturge Terence a dit par la bouche de son personnage « Je suis un homme, et rien d'humain ne m'est étranger ». Et c'est ce qui nous unit à travers les siècles. Dans leur écrasante majorité, les anciens Romains étaient des gens normaux, comme vous et moi, avec tous leurs avantages et leurs défauts. Ils aimaient et brisaient les cœurs, trahissaient et souffraient, haïssaient et pardonnaient, désiraient avec ferveur et rejetaient froidement. Et chacun d'eux rêvait d'atteindre le bonheur. Parce que rêver,
C'est ce que les êtres humains savent faire de mieux, n'est-ce pas? Car c'est une aspiration universelle, n'est-ce pas? Alors, transportons-nous à travers le temps et l'espace vers la Grèce antique. C'est un haut lieu de liberté spirituelle et charnelle. Leur vue sur la vie intime semble parfois excessive, même pour nos époques progressistes. Pour connaître les mœurs des Grecs anciens, il faut se tourner vers leur mythologie, vers les légendes qui se transmettaient de génération en génération comme des récits moraux. Et ici, de nombreuses découvertes insolites nous attendent, telles des trésors cachés. Elles révéleront un système de valeurs totalement différent. Vous seriez stupéfait. Préparez-vous au choc mythologique. Imaginez les origines du monde, enveloppées d'une brume de légendes. Ouranos fut castré par son fils Cronos. C'est un prologue mythologique à l'inceste, à la violence parmi les dieux. Zeus, suivant les traces de son père, tue Cronos et épouse Héra, qui était sa propre sœur. L'inceste au sommet même du Panthéon. Choc. Est-ce vraiment possible? Mais ce n'est pas tout. Les légendes sur les unions des dieux avec les animaux et les humains ne suscitent pas moins d'étonnement. Pasiphae, reine de Crète, trompa son mari avec un taureau. Le résultat? La naissance du Minotaure, un monstre avec une tête de taureau et un corps d'homme. Ironie? Le taureau lui-même ne ressentait aucune attirance pour la reine. Elle trompa le malheureux animal en se cachant à l'intérieur d'une vache en bois. Le résultat de cet amour contre nature, le tristement célèbre Minotaure, enfermé dans un labyrinthe. Et saviez-vous que le roi et ses sujets restèrent indifférents à un tel acte, ne reprochant pas un mot à la reine volage? Les relations intimes avec les animaux étaient courantes dans la mythologie, et non condamnées. De manière similaire, Zeus, sous la forme d'un cygne gracieux et immaculé, eut une relation intime avec la reine spartiate Léda. D'elle naquirent Thélène et Pollux. Et bien alors, à quel point les frontières du permis étaient-elles floues? Encore un cas fascinant. Chez le célèbre Héraclès, les mythes rapportent, son compagnon et écuyer constant était un jeune homme nommé Iolaos, l'amant du héros grec. Cet exemple indique l'acceptation des relations homosexuelles parmi les figures éminentes de la mythologie. Un autre héros, Orphée, perdit son épouse Eurydice. Où trouva-t-il le réconfort? Parmi de beaux jeunes hommes. Les cas d'infidélité féminine dans les mythes étaient très répandus. Et, chose étonnante, quasiment jamais condamnés. Presque chaque reine grecque avait un nombre considérable d'amants et d'enfants illégitimes, mais pourtant, toutes jouissaient d'honneur et de respect. Par contre, l'inceste entre mère et fils était strictement tabou. C'était le péché le plus abominable. Le roi Oedipe, ayant épousé sa propre mère par ignorance, s'exila en l'apprenant et s'arracha les yeux comme s'il voulait effacer l'horreur de sa rétine. Comme nous le voyons, la culture grecque antique se montrait positive envers diverses libertés de la vie privée. Mais, avec certaines limites. Voilà le point crucial. Comment ces limites étaient-elles définies? Cependant, dans la vie réelle de la Grèce antique, tout n'était pas aussi simple qu'on le voit dans les mythes. Il existait ici ses propres règles strictes. Les relations homosexuelles atteignirent leur apogée. Entre Grecs adultes, les précepteurs, et des jeunes hommes, les éromènes. Connus sous le nom de pédérastie. Mais ces relations dépassaient très rarement la ligne de l'amour platonique et de l'accompagnement pédagogique. Il était strictement interdit aux hommes d'avoir des relations physiques avec des jeunes hommes issus de la classe des citoyens. Platon écrivait souvent « Celui qui enfreignait cette loi était passible de la mort, ou de l'exil de la cité, tel un pestiféré. » Ce n'est pas possible. À quel point la frontière était-elle fragile entre le mentorat et le crime? Et qu'en est-il chez les femmes? Les relations homosexuelles restent sujettes à discussion. Mais il y a quelques cas isolés, chantés par la poétesse grecque antique Sappho. Sappho, ayant vécu sur l'île de Lesbos, est un symbole de l'homosexualité féminine et d'une vie libre. La vie libre des habitantes de Lesbos acquit une large notoriété.
Elle fut précisément associée à l'amour féminin. Lucien, écrivant au 1er siècle du monde hellénistique, décrivit même des accessoires spéciaux pour les femmes, afin qu'il leur soit plus facile de s'adonner à l'amour physique entre elles. C'est-à-dire que ces relations, bien que moins populaires que celles des hommes, ne rencontraient aucune condamnation. Eh bien alors, à quel point cet aspect de la sexualité humaine était-il ancien, en ce qui concerne le mariage, la vie familiale, les infidélités? Ici, les Grecs étaient aussi plutôt indulgents, mais avec une approche pragmatique. La vocation de la femme? Procréer. Si cela ne fonctionnait pas avec le mari, il fallait essayer d'autres options. La virginité avant le mariage? Souhaitable, mais pas une priorité, pas une vertu obligatoire. Il est connu que le roi Thespios, qui avait 50 filles célibataires, les proposa toutes à Héraclès, afin que chacune ait un enfant. Et si cette histoire peut être attribuée à la mythologie, alors l'histoire du roi Ariston, qui régnait à Sparte, ne fait aucun doute. On savait du souverain qu'il était stérile, et quand sa troisième épouse donna naissance à un enfant, le roi lui-même douta de sa paternité. Mais il finit par le reconnaître. Cependant, après la mort du père, des doutes surgirent sur la légitimité du souverain. Je vais vous révéler un secret qui changera votre perception de l'héritage. Une Pythie corrompue annonça que Démarate n'était pas le fils d'Ariston. Et alors la mère de Démarate avoua, cette nuit-là, sous l'apparence de son époux, un fantôme de héros divin s'était introduit chez elle. Les Spartiates furent apaisés et permirent à Démarate de régner, démontrant la priorité de la procréation sur la pureté du sang. Il faut dire que durant les temps héroïques, l'adultère, bien que réprimé par les Grecs aux mœurs patriarcales, ne causait pas de tort irréparable à la réputation de l'épouse. Eh bien alors, comme c'est différent d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans certaines régions grecques, par exemple à Sparte, la femme n'appartenait pas à son mari, elle était la propriété de la société. Cela conduisait à ce que ces contacts extra-conjugaux n'étaient en aucun cas condamnés, et parfois, au contraire, encouragés par le conjoint lui-même. Par exemple, si le mari voulait qu'un homme remarquable soit le père de ses enfants, afin que ceux-ci, une fois adultes, développent en eux les meilleures qualités. Incroyable, mais vrai. À quel point les intérêts sociaux prévalaient-ils sur les intérêts personnels? Maintenant, transportons-nous à travers le voile du temps et des sables, dans le monde mystique de l'Égypte ancienne. Là-bas, la civilisation ne séparait pas les notions d'amour et de sexe. Le plaisir sexuel était élevé au rang de culte de la sainteté, tel un joyau précieux. Grâce à ce culte, des dieux dédiés à l'amour et au sexe apparurent. Cela reflétait leur importance primordiale dans la vision du monde des Égyptiens. Imaginez à quel point le sexe était profondément intégré dans leur quotidien. Imaginez le commencement de toute chose, enveloppé de mythes. Les Égyptiens croyaient que le dieu Atum, le plus important du Panthéon, créa le monde, par l'autosatisfaction. Selon le mythe, il éjacula les premiers dieux. Et à partir de ce moment, toute existence commença. L'autosatisfaction, un acte divin de création, vibrant d'énergie. Avec l'avènement de la période dynastique, une tradition étonnante apparut. Le pharaon devait, sur les rives fertiles du Nil, reproduire l'acte du dieu Atum. On considérait que c'était non seulement un gage de bonne récolte pour l'année à venir, mais aussi un rituel essentiel, maintenant l'équilibre entre le ciel et la terre. Les gens ordinaires, cependant, étaient mis en garde contre l'autosatisfaction. Pourquoi? Parce que dans ce cas, ils auraient affaire à une force divine qui les dépassait. Atum était considéré comme une divinité androgyne. Sa main incarnait le principe féminin. Et un simple mortel, il était un être de genre unique. Et une telle fusion était considérée comme dangereuse. En revanche, le sexe était permis à tous. Il était imprégné du culte de la fertilité. Le sexe était considéré comme le fondement de l'univers, gage d'immortalité. Il pénétrait toutes les sphères de la vie égyptienne. Des symboles de fertilité, des amulettes phalliques étaient souvent placés aux côtés des corps des défunts dans les tombes, pour assurer la vie après la mort. Incroyable mais vrai. Le sexe comme clé de l'éternité.
Dans la mythologie égyptienne, une divinité dépourvue de phallus était considérée comme impuissante, incapable de créer. Le protecteur des morts, Osiris, faillit subir un tel sort. Il fut démembré par ses ennemis. Mais son épouse Isis et ses fils Horus et Anubis le rassemblèrent, le ressuscitant d'entre les morts. Le phallus d'Osiris avait coulé dans le fleuve. Mais Isis en confectionna un nouveau, en argile, et comme le raconte le mythe, lui insuffla la vie. C'est pourquoi, sur de nombreuses représentations d'Osiris, l'attention est précisément focalisée sur cette partie du corps, en tant que symbole de renaissance et de fertilité. Voilà le point crucial. Comment un symbole a-t-il pu acquérir une telle puissance? Les Égyptiens appréciaient grandement une forme de satisfaction telle que l'autosatisfaction. Et pas seulement chez les femmes, Cléopâtre, reine de la période hellénistique, elle était réputée pour son art de satisfaire ses amants, dont elle avait un grand nombre. Malgré une apparence pas des plus attrayantes, elle savait rendre les hommes fous, par son intelligence et son charisme sexuel. Elle séduisit César, lui donna un fils, fut à 2 doigts de voir Rome tomber à ses pieds, tel un lion docile. Mais César fut assassiné par des conspirateurs. Selon la légende, les hommes étaient prêts à donner leur vie pour une nuit avec Cléopâtre. Cela souligne son attrait légendaire. Vous ne devinerez jamais comment elle y parvenait. L'inceste en Égypte était encouragé, mais en premier lieu parmi les pharaons, afin de préserver la pureté du sang de la dynastie. Les pharaons épousaient de leurs sœurs, nièces, filles, pour éviter la dilution du sang divin. Toutankhamon, fils d'Akhénaton et de sa sœur. C'est un exemple frappant des conséquences d'une telle pratique. Akhénaton, dont l'épouse accouchait constamment de filles, désireux désespérément d'un fils, eut une liaison avec sa propre fille. Mais celle-ci donna aussi naissance à une fille. La sœur d'Akhénaton vint à la rescousse, et d'elle naquit Toutankhamon. Mais il avait une santé fragile. Il ne put procréer une descendance viable et mourut assez jeune. Cela devint une tragédie pour la dynastie. La 18e dynastie, à laquelle appartenait ce pharaon, déclina rapidement après sa mort. Sensationnel. Des généticiens, après une série d'expertises, ont découvert. La dynastie fut tuée par l'inceste, qui mena à des défauts génétiques. Choc! Le prix du sang pur s'avéra mortel. L'intérêt marqué pour la sphère intime de la vie influença également le lexique des Égyptiens. Et leur culture. Dans leur langue, il y avait un très grand nombre de synonymes pour désigner le ventre féminin. Cela démontre la richesse de ce domaine. Cependant, dans la poésie, ils préféraient les métaphores, les allégories pour décrire la sexualité. Par contre, dans les arts visuels, c'était l'inverse. Les Égyptiens étaient d'une franchise déconcertante, n'hésitant pas à représenter des scènes érotiques. Vous seriez stupéfait à quel point leur monde visuel était ouvert. Ensuite, notre voyage nous mène en Inde. Ce n'est pas seulement un pays de grands contrastes, de 1000 couleurs. C'est la patrie du légendaire Kama Sutra. Mais le Kama Sutra n'est pas un simple manuel indien ancien illustré sur la procréation. Oh non, c'est un véritable traité sur l'amour, couvrant tous les aspects des relations humaines. L'histoire du Kama Sutra remonte à plus de 1500 ans. Elle reflète une profonde tradition philosophique. Les hindous croient que le monde est né grâce à la fusion du dieu Shiva et de la déesse Shakti. Cela rend le sexe sacré, presque magique. Le sexe y est considéré comme un chemin vers Dieu, une force d'évolution, une manifestation de l'énergie divine dans le monde matériel. Telle ou telle position dans le Kama Sutra n'est pas seulement destinée à l'amplification du plaisir sensuel, mais aussi à diriger l'énergie vitale. Eh bien alors, à quel point pouvons-nous percevoir l'intimité plus profondément? La première chose qui vient à l'esprit en parlant des traditions sexuelles de l'Inde? Bien sûr, le Kama Sutra. Mais je vais vous révéler un secret. Il existe d'autres traités, moins connus, mais non moins importants, sur l'art du plaisir. Il y a le Koka Shastra. C'est un traité sur la passion, écrit au XIIe siècle.
il détaille divers aspects des relations intimes. Il y est question des types de baisers, des diverses positions, des tempéraments sexuels des partenaires et de leur compatibilité. Au total, on connaît environ 120 traités sur l'amour. Imaginez, toute une bibliothèque de plaisir. Ils composent ensemble un tableau détaillé des traditions sexuelles de l'Inde. En Inde, il y a même un temple impudique, le complexe de Khajuraho. Il est entièrement orné de bas-reliefs, comme des parchemins de passion animée. Les inscriptions et sculptures de ces temples parlent de la science du plaisir, de la manière correcte de procurer du plaisir à un homme et à une femme. Choc. À quel point la sexualité peut-elle être exprimée ouvertement? Pour les touristes étrangers, à l'entrée de ce temple, il faudrait placer un panneau. Accès interdit aux enfants. En raison de l'explicite des images. La prostitution sacrée, les devadasis, était un phénomène social en Inde. Jusqu'au début du XXe siècle, il y a environ 90 ans, on considérait que c'était un compromis entre le sexe consensuel et la violence qui était condamné par la société. Pour désigner la notion de prostituée, en sanskrit, il existe environ 300 mots. Cela témoigne de la complexité, de la sophistication de cette institution. Au début de la prostitution, les jeunes filles qui se consacraient à cette profession devaient porter des vêtements rouges. Même l'or, elles devaient le teindre en rouge. On croyait que cela éloignait les mauvais esprits et attirait la prospérité. D'ailleurs, des accessoires, destinés à diversifier la vie sexuelle, sont décrits dans plusieurs textes sacrés. Ils ont principalement une forme phallique. Mais d'autres types existent aussi, démontrant l'ingéniosité des anciens Indiens. Eh bien alors, les anciens maîtres des plaisirs. Les anciens hindous ne reconnaissaient que le sexe de caste, c'est-à-dire de classe sociale. En Inde, il y avait 5 castes principales. Les brahmanes, prêtres et savants, les kshatriyas, guerriers, les vaishyas, commerçants, les shudras, serviteurs, et les intouchables. Chacune avec ses propres traditions. Pour la plupart des castes, le mariage était considéré comme une institution sacrée. C'est pourquoi l'adultère était très sévèrement puni. Particulièrement strict s'il était commis entre membres de différentes varnas, entre castes. Dans les Dharma Sutras, les hommes adultères étaient sévèrement châtiés. Et les peines étaient différenciées. Seul l'amant dont la partenaire était de la même caste que lui pouvait s'en tirer avec une amende. C'était considéré comme une infraction mineure. Si elle était d'origine inférieure, il était soumis à l'exil, à l'emprisonnement ou au marquage au fer. Et les hommes qui avaient eu des relations avec une femme appartenant à une caste supérieure étaient condamnés à mort. Ce n'est pas possible. À quel point ces barrières sociales étaient-elles rigides? Le concubinage et la possession d'un harem n'étaient pas considérés comme une infidélité envers l'épouse. Cela faisait partie des pratiques sociales acceptables pour les hommes. Voilà le point crucial. Des doubles standards en action. Les anciens hindous n'étaient pas des adeptes de l'amour homosexuel. Ils le considéraient contre nature. Bien que ce type de sexe fût pratiqué depuis l'Antiquité. Cela est mentionné dans les textes sacrés des Puranas. Les relations homosexuelles étaient attribuées aux démons, considérées comme une manifestation des forces du mal. On punissait les relations homosexuelles entre hommes jusqu'à l'expulsion de la caste. Et c'était l'une des punitions les plus sévères. On croyait que, chez le partenaire passif, l'acte sexuel inversait le flux naturel et ascendant de l'énergie sexuelle. Le résultat? Un affaiblissement psychique et physique de l'organisme. C'est un sérieux avertissement. Cependant, les partenaires actifs n'étaient pas toujours considérés comme homosexuels et étaient punis moins sévèrement. Et le lesbianisme, il était aussi sévèrement puni. Les jeunes filles étaient punies d'une amende de 200 panas et de 10 coups de fouet. Aux femmes prises en flagrant délit de lesbianisme, on rasait la tête, on coupait 2 doigts et on les promenait à dos d'âne dans la ville, pour l'opprobre public. Vous seriez stupéfait par la cruauté de ces mesures. Nos pas nous mènent à la Chine ancienne, le pays des dragons et des soieries les plus fines. Là-bas, l'acte d'amour physique était une partie intégrante de l'ordre naturel.
Il influençait de nombreuses sphères de la vie. Il était du devoir des hommes comme des femmes, non seulement de maintenir la lignée héréditaire. L'harmonie sexuelle était considérée comme un moyen de renforcer la santé, d'atteindre la longévité, de maintenir l'équilibre des énergies. L'attitude envers les plaisirs de l'amour en Chine a changé au fil du temps, d'une liberté totale dans les relations au début de son histoire, à des cadres assez stricts à la période tardive. Cela dépendait fortement de la religion dominante et des enseignements philosophiques. Avec l'essor de l'éthique confucéenne à l'époque Qing, le sexe devint un sujet publiquement tabou. Les adeptes du confucianisme réprimaient activement les arts sexuels. L'expression ouverte de la sensualité. En raison du tabou lié au sexe, une forte censure existait à l'époque Qing, dans l'art et la littérature. Eh bien alors, comment les philosophes ont-ils pu changer l'essence même de l'intimité? Cependant, de la Chine, de l'époque du taoïsme, nous avons hérité d'une riche littérature érotique et des représentations érotiques. Cela était particulièrement éclatant à l'époque de la dynastie Tang, lorsque le taoïsme atteignit son apogée. À cette époque, le taoïsme était responsable d'une nouvelle vision, plus ouverte et positive de la sexualité. Le taoïsme favorisait la longévité et même l'immortalité grâce à des techniques respiratoires, des exercices physiques, des massages et des pratiques sexuelles. À l'époque de la dynastie Han, certaines sectes taoïstes considéraient l'acte sexuel comme un acte spirituel. On l'appelait He Qi, l'union des énergies. Les arts sexuels atteignirent leur apogée vers la fin de la dynastie Han. Ils devinrent une partie du patrimoine culturel. Les taoïstes considéraient également l'abstinence sexuelle comme contre nature et nuisible à la santé. Ils estimaient que le célibat, promu plus tard par les bouddhistes, était une source de névrose et de déséquilibre. Cependant, les taoïstes s'accordaient avec le tantrisme, une branche mystique du bouddhisme, qui contribuait également à la promotion de la sexualité. La sexualité dans le tantrisme était considérée comme une expression du plaisir de vivre et comme un moyen de santé psychologique et physique. Imaginez un instant le sexe comme chemin vers l'immortalité. Mais la vie sexuelle la plus tumultueuse, la plus intéressante, se déroulait dans les appartements des empereurs chinois, car l'harmonie au lit du Fils du ciel, l'empereur, était considérée comme le gage du bonheur et de la prospérité de la vie de ses sujets. L'empereur possédait un immense harem, épouses et concubines. C'était un symbole de son pouvoir, de sa fertilité, de son lien avec le cosmos. De plus, l'ordre de ses accouplements avec ces femmes était strictement réglementé. Des fonctionnaires spéciaux y veillaient pour savoir précisément quand un enfant royal pouvait être conçu. Chaque accouplement était enregistré dans des protocoles spéciaux, dans les annales. C'était extrêmement important pour la dynastie. D'ailleurs, non seulement les hommes de la famille impériale avaient leur harem, il arrivait que les princesses possèdent également un grand nombre d'hommes, prêts à les satisfaire à tout moment, démontrant le pouvoir féminin. Vous seriez stupéfait par l'ampleur de ces lits impériaux. Quant à l'amour homosexuel, l'opposition à l'amour homosexuel commença en Chine à peu près à l'époque de la dynastie Tang médiévale. Elle se renforça dans la seconde moitié de la dynastie Qing, lorsque les normes confucéennes devinrent dominantes. Cependant, l'attitude négative envers l'amour homosexuel en Chine n'a pas toujours existé. Incroyable, mais vrai, il existe plus qu'assez de preuves que les relations homosexuelles existaient et étaient considérées comme normales. Ces témoignages sont tirés de l'ancienne littérature de la dynastie Ming. Elle parlait des relations homosexuelles de manière aussi séduisante que des relations hétérosexuelles. Je vais vous révéler un secret. À quel point les points de vue ont-ils changé au fil des siècles? Notre voyage s'achève. Dans la Russe ancienne, terre de forêts, de rivières et de dieux anciens. La vie sexuelle des anciens Slaves était associée pour eux à la fête, à la joie, à la manifestation naturelle de la force vitale. Quasiment aucune interdiction stricte ou taboue concernant la sphère intime n'existait à l'époque pré-chrétienne.
Pourquoi? Cette attitude envers la sexualité était étroitement liée aux conceptions des slaves sur le monde environnant, sur la nature. Le feu, l'eau, le soleil, le vent, les arbres, tous les éléments, tous les objets, selon les anciens, possédaient une âme et un sexe, comme des entités vivantes, respirantes et sentantes. Par conséquent, rien d'humain ne leur était étranger. Et en général, tout ce qui est vivant, y compris les relations sexuelles. Les slaves avaient une attitude plus que positive envers le sexe, y voyant quelque chose de naturel et même de sacré. On trouvait chez eux aussi bien la bigamie que la polygamie. Cela témoigne de la flexibilité des normes matrimoniales. La polygamie, d'ailleurs, est également mentionnée dans la Chronique des temps passés, la Chronique de Nestor. Ce qui confirme son historicité. Eh bien alors, comme nos ancêtres vivaient librement. Et voici un rituel curieux. Il existait dans de nombreuses régions de la Russe ancienne durant les semailles, l'un des moments les plus importants de l'année. La terre-mère, qui donnait naissance au grain, était comparée à une femme. Cela influait directement sur les coutumes de semailles. Dans certaines régions, les hommes allaient labourer sans pantalon, pour stimuler la terre, la fertilisant symboliquement. L'honnêteté de la fiancée, c'est-à-dire sa virginité avant le mariage, elle n'était pas considérée comme un grand fardeau, ni une exigence obligatoire. Lors des fêtes villageoises, comme coupe halal, la virginité au mariage, était souvent aux abonnés absents. Cela faisait partie des coutumes. Le postulat de l'observance impérative de la pureté corporelle avant le mariage, la perception du sexe comme quelque chose de sale. Cela est arrivé en russe avec le christianisme. Je vais vous révéler un secret. À quel point la morale a-t-elle changé avec l'avènement de la nouvelle foi? Avec l'arrivée du christianisme sur la terre russe, en l'an 988, et le renforcement du pouvoir de l'Église, l'attitude envers le sexe commença à changer radicalement. La cohabitation n'était autorisée qu'aux époux, unis par un mariage ecclésiastique légal. Le sexe dans le mariage, il était admis exclusivement à des fins de procréation, et non pour le plaisir personnel ou la faiblesse charnelle. L'abstinence sexuelle était obligatoire. Durant des périodes strictement réglementées, ces périodes incluaient les fêtes religieuses, les jeûnes, les dimanches, les samedis et les vendredis, ce qui limitait fortement la vie intime. Imaginez un instant. En respectant strictement toutes ces interdictions, il ne restait pas plus de 50 à 60 jours par an pour les relations conjugales. Pour que mari et femme aient plus de facilité à observer l'abstinence, certains ecclésiastiques leur recommandèrent de dormir séparément. Mais dans les conditions d'exiguïté des logements de l'époque, c'était difficilement réalisable, et considéré comme un luxe, à moins qu'un des époux n'aille dormir dans le foin au grenier, ou dans les champs, ce qui d'ailleurs se produisait en réalité. En fait, c'est justement là, dans des lieux isolés, que les couples s'isolaient généralement, évitant la surveillance et les restrictions. Sur le poêle et les couchettes dormaient les vieillards et les enfants, ce qui rendait la vie privée à la maison pratiquement impossible. Le sexe dans le mariage n'était désormais autorisé que dans une seule position, face à face. Elle était considérée comme la plus pieuse et la moins pécheresse. Toute autre position, ou les pensées pécheresses, étaient sévèrement condamnées et soumises à la confession. Lors de la confession, on demandait aux gens comment s'y prennent-ils, détaillant leurs pratiques sexuelles. Des manuels liturgiques subsistent, contenant des questions types, que le prêtre devait poser aux paroissiens sur leur vie intime. Imaginez ce dialogue, où la confession devenait quasiment un interrogatoire intime. Le sexe debout était également interdit, comme une position contre nature et pécheresse, dérogeant aux règles. Les relations homosexuelles entre hommes et l'intimité contre nature étaient considérées comme un grand péché, pour lequel des châtiments sévères étaient promis. Choc. À quel point l'Église a-t-elle pénétré profondément la vie intime? Et pourtant, il n'y a pas si longtemps encore, une jeune fille célibataire ayant eu une relation intime était appelée bludnitsa, femme errante. Et cela sans connotation négative. Le mot bludnitsa signifiait alors qu'elle errait.
et cherchaient un mari convenable. Une pratique normale. Mais au XVIe siècle, bludnica devint un mot péjoratif, acquérant une connotation fortement négative et condamnable. La virginité avant le mariage et la fidélité conjugale devinrent les principales vertus familiales. Surtout pour les femmes, selon le Domostroi, un important recueil de règles du XVIe siècle, toutes les personnes présentes au mariage devaient savoir. Si la jeune mariée était vierge, ce rituel de vérification faisait partie des rites nuptiaux, symbolisant un contrôle total sur l'honneur féminin. Ce n'est pas possible. Comme les temps ont changé brutalement, cette odyssée à travers les histoires sexuelles de l'humanité, elle révèle non seulement des différences stupéfiantes, mais aussi des aspirations universelles, nous liant à nos ancêtres, séparés par des millénaires et des continents. La compréhension de cette histoire aux multiples facettes nous aide à mieux comprendre nos propres préjugés et à accepter la complexité de la nature humaine, son irrésistible besoin d'intimité, de procréation et de plaisir. Et le plus important, qu'est-ce qui de ce passé résonne en nous aujourd'hui? Que ce voyage vous inspire à un dialogue plus ouvert et honnête sur la sexualité, reconnaissant son rôle incontestable et structurant, tant dans l'histoire des grandes civilisations que dans chacun de nous. Réalisez, l'intimité, ce n'est pas seulement un besoin biologique fondamental, c'est un artefact culturel des plus complexes, tel un diamant aux multiples facettes, formant et reformant continuellement les civilisations au fil des siècles. Que la connaissance du passé devienne la clé, vers un avenir plus tolérant et compréhensif, libre des anciens dogmes, des préjugés étouffants, nous permettant de construire un monde où l'acceptation et l'ouverture deviendront la norme, et non l'exception. Voilà le point crucial, car l'histoire est un miroir dans lequel nous nous voyons. Qu'avez-vous vu